Bonjour. Bon, voilà, nous sommes de retour. Alors hier, il n'y a pas eu. Excusez-moi, on a un problème de son. On a un problème de retour de son. Ça y est. Bon, hier, nous n'avons pas eu de Zoom parce que nous étions dimanche. Et d'ailleurs, on vous le redira en fin de soirée, mais demain, il n'y en aura pas. En fait, aujourd'hui est un jour férié en Russie, demain aussi. Raison pour laquelle vous ne voyez que 3 personnes. Igor Delanoë, que vous avez vu samedi, qui remplaçait Arnaud et se repose aujourd'hui, mais c'est Arnaud qui est revenu. Et puis Nicolas Ducret est toujours avec nous. Alors on va bien évidemment faire une mise à jour de ce qui s'est passé durant ces dernières 48 heures. Avant cela, je vais vous parler une fois encore, mais des messages du Quai d'Orsay qui demande maintenant, qui fait une recommandation recommande instamment, voilà, de quitter le territoire de la Russie. En fait, que se passe-t-il? C'est que vous savez qu'aujourd'hui, on a de moins en moins d'avions, tout l'espace aérien européen est fermé, donc on n'a plus de compagnies aériennes européennes qui peuvent venir, à l'exception de Serbia Airlines, qui, elle, assure toujours des liaisons avec la Serbie, et donc par la suite, on peut aller à Paris. Mais il y a aussi d'autres compagnies qui sont les compagnies du Golfe ou les compagnies Turkish Airlines qui sont ici. Ayant dit tout cela, peu à peu, les compagnies vont arrêter de voler parce qu'il n'y a plus de pièces détachées. Enfin, il y en a toujours pour l'instant, mais il y en aura de moins en moins de pièces détachées qui pourront assurer la maintenance de ces avions qui viennent et donc ils vont arrêter de venir. Azeri Airlines a déjà arrêté samedi dernier. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes un avion de compagnie du Golfe, par exemple, et que vous venez à Moscou, si vous avez un problème, vous ne pouvez pas le régler. Donc, ne pouvant pas le régler, les compagnies vont plus venir. Donc, on risque d'être à un moment dans une période où il n'y a plus d'avions. Dans cette période difficile, on a une bonne nouvelle, c'est que les frontières avec la Finlande qui était fermée pour les étrangers, seuls les Russes et les Finnois pouvaient les traverser, ont finalement rouvert leurs frontières aux étrangers. Ce qui veut donc dire qu'on peut prendre un train pour Helsinki et ensuite partir vers la France. Donc on ne sera pas sans moyens, mais ça va rendre les choses bien évidemment plus difficiles. Et dans ce contexte, la France recommande instamment aux personnes non essentielles de quitter la Russie. Alors, on me demande toujours quelles sont nos recommandations. Les recommandations sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, premièrement, c'est un choix personnel. Et quel que soit votre choix, de rester ou de partir, il est tout à fait honorable. C'est-à-dire que si vous voulez rester, vous restez. Si vous voulez partir, on le comprend très bien et il faut partir. Si vous ne sentez pas bien ou en sécurité, il faut surtout partir. Après, il y a le choix des entreprises. Toutes les grandes entreprises prennent des décisions plus ou moins différentes, mais qui se rapprochent de faire partir les familles, de discuter avec chacun de leurs expatriés. Donc ça, après, il y a une discussion entre vous et votre employeur. Et puis in fine, c'est à vous de décider. Si vous décidez de rester, c'est il faut, je le dis toujours et je le répète, il n'y a pas de problème de sécurité aujourd'hui en Russie, pour nous, en tout cas en tant que Français. Donc, il n'y a pas de raison que vous partiez pour ces raisons-là. Mais vous pouvez partir pour d'autres raisons et c'est tout à fait respectable de la même façon. La France a été mise aujourd'hui sur la liste des pays non amicales. En fait, 40 pays ont été mis sur cette liste, dont tous les pays de l'Union européenne, y compris la Suisse. Ce sont tous les pays qui ont sanctionné la Russie. Ça va avoir un certain nombre de conséquences avec l'ambassade de France. C'est-à-dire que l'ambassade va devoir se séparer d'un certain nombre de ses personnels russes, ce qui s'est passé déjà avec les États-Unis. Ils vont avoir un certain temps pour mettre cette procédure en place. On ne sait pas encore combien de temps, mais ça va avoir quelques conséquences sur le fonctionnement de l'ambassade de France. Comme d'habitude, je suis tous les jours en relation avec l'ambassade de France. Je l'étais aujourd'hui, je l'ai été hier avec l'ambassadeur. On se parle régulièrement, donc on vous tiendra au courant s'il y a d'autres choses.
La bonne nouvelle dans tout cela, c'est qu'ils ont décidé de reprendre le lycée français à partir du 15 mars. Donc, il y a suffisamment de professeurs. Il y avait un problème de professeurs qui étaient à l'étranger, mais il y aura suffisamment de professeurs pour assurer la scolarité des enfants qui seront présents ici. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, en tout cas sur le départ, sur le message du Quai d'Orsay et sur ce qui se passe. Mais sur un plan politique et économique, que s'est-il passé ces derniers 48 heures, Arnaud? Merci, Président. Pas mal de choses. Je vais commencer de façon assez classique par les nouvelles économiques. Je dirai quelques mots de la situation ici et ensuite, je reviendrai sur le contexte diplomatique. Là aussi, il y a pas mal d'éléments nouveaux. En ce qui concerne l'économie, il y a eu une série d'annonces assez diverses et quelques nouvelles réalités qui émergent. Il y a tout d'abord l'annonce par Visa et Mastercard de la suspension de leurs activités en lien avec la Russie. Alors, ça ne concerne pas un blocage ici des cartes Visa et Mastercard. Simplement, si vous êtes détenteur d'une carte émise par une banque russe, vous ne pouvez plus l'utiliser à l'étranger, ce qui d'ailleurs pénalise beaucoup de Russes qui, pour diverses raisons, sont aujourd'hui à l'étranger. Et à l'inverse, dans le même temps, vous ne pouvez pas utiliser de cartes Mastercard ou Visa émises par une banque non russe sur le territoire de la Fédération de Russie. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de significatif. Ce qui est tout aussi significatif, ce sont les premières parades, les premières mesures imaginées par les établissements bancaires russes qui envisagent ce qu'on appelle un co-badging avec le système chinois UnionPay qui est valable, je crois, dans plus de 180 pays. Quoi d'autre dans le domaine économique? Toujours l'attente, dit-on, pour demain d'une quatrième vague de sanctions européennes qui devrait concerner le secteur des transports, les ports en particulier, et probablement une interdiction faite aux bâtiments sous pavillon russe de faire escale ou de visiter les ports de l'Union européenne. C'est en tout cas ce qui se dit. Il y a depuis quelques heures des rumeurs assez insistantes de discussions entre Américains. Alors il y a un débat aux États-Unis sur l'éventuelle interdiction d'importation de pétrole russe. On a par ailleurs appris que qu'Américains et Européens discutaient du sujet. Entre-temps, il y a pas mal d'informations qui sont sorties. D'abord aux États-Unis, certains se demandent si ce n'est pas finalement des discussions pour gagner du temps vis-à-vis d'un congrès qui est sur des positions plus dures que l'administration. Et en Europe, on a eu une déclaration extrêmement récente qui date d'une heure environ de chancelier allemand Scholz qui indiquait que ce n'était pas possible puisque les matières premières russes étaient, je cite, essentielles. Mais en tout cas, cette affaire, ces rumeurs, ces annonces produisent déjà leurs effets, notamment sur les marchés financiers en Europe, dans le monde. On le voit, les indices aujourd'hui ont continué leur dégringolade. On voit le baril de Brent qui s'approche de son record de 2008, des $140 le baril. On voit par ailleurs, par exemple, que le blé aujourd'hui était à près de 400 € la tonne, l'aluminium $4000 la tonne. En d'autres termes, on voit que tout ça commence à avoir des effets majeurs sur les marchés des matières premières. Donc on en est là aujourd'hui. Un dernier chiffre qui évidemment n'est pas très réjouissant, il faut prendre avec des pincettes parce que aujourd'hui on est dans le choc, on ne sait pas combien de temps le choc va durer en réalité. Mais une première projection sur la croissance russe pour 2022 font état de moins 15%, ce qui voudrait dire un choc 2 fois supérieur à celui de 2009. Encore une fois, restons prudents, mais voici un petit peu l'état d'esprit. Oui, un dernier point sur les intentions américaines pour donner crédit à ces annonces. On a relevé des discussions entre Russes et Vénézuéliens pour éventuellement lever les sanctions qui frappent actuellement le Venezuela et pour envisager donc de remplacer une partie des importations de brut russe par du brut vénézuélien. C'est
un élément d'ambiance, comme on dit. Quelques mots sur le contexte politique ici. Hier, il y a eu des manifestations contre ce qu'on est désormais tenu de qualifier d'opération spéciale, avec près de 5000 interpellations à Moscou, dans beaucoup de villes du pays. Voilà, donc ça c'est ce qui s'est passé depuis 48 heures dans le domaine intérieur. Ce qu'on entend aussi beaucoup, enfin moi ce que j'entends beaucoup de diverses personnes, alors formulé de façon évidemment différente, mais c'est que beaucoup de gens s'interrogent sur ce qui reste de la fameuse stabilité vantée pendant de longues années par les responsables du pays. S'agissant de la diplomatie, il y a beaucoup plus d'éléments nouveaux et potentiellement intéressants, je ne dirais pas prometteurs parce qu'il faut rester bien sûr prudent. Il y a eu tout d'abord une visite surprise samedi soir du Premier ministre israélien M. Bennett, qui ensuite a poursuivi son voyage en Allemagne et qui a eu un nouvel entretien téléphonique avec le président Poutine dimanche soir, hier soir donc. Donc c'est intéressant, on en avait parlé lors du précédent briefing, la volonté d'Israël de jouer un rôle, Israël qui a une position très particulière à l'égard de l'Ukraine, à l'égard de la Russie, qui a aussi des intérêts régionaux en Syrie et qui finalement n'est peut-être pas le plus mal placé pour essayer de jouer les médiateurs. Il y a une autre personne qu'on a déjà évoquée ici, avec un peu de scepticisme, mais qui manifestement fait preuve d'une grande persévérance, c'est le Premier ministre turc Erdogan. On a appris il y a quelques instants que se tiendrait ce jeudi, à Antalya, un entretien entre les ministres ukrainiens et russes des Affaires étrangères, ce qui serait le premier depuis le déclenchement de l'opération spéciale, comme on dit. Il y a eu aussi une discussion hier entre le président Macron et le président Poutine. Il y a eu un communiqué de l'Élysée à ce sujet. On a parlé de sécurité des installations nucléaires. La France est inquiétée de la situation autour d'Odessa, qu'elle voit comme la prochaine peut-être destination de l'opération spéciale. Et puis il y a eu, c'était le sujet principal, la question des corridors humanitaires à partir de Kiev, de Kharkiv notamment, de Mariupol et de Soum. Alors, ça a été le sujet de ce matin. Que s'est-il passé? Eh bien, rien ne s'est passé comme prévu. Il semblerait qu'à cette heure-ci, rien ne fonctionne, que personne puisse quitter ces villes et utiliser ces couloirs humanitaires. La partie ukrainienne a dénoncé une interprétation particulière de la part de la partie russe. La partie russe apparemment a proposé des corridors vers la Russie. Et le président Macron, pour sa part, a dénoncé un cynisme de la partie russe. Il semblerait que ce ne soit pas exactement ce qui avait été convenu hier entre les présidents Poutine et Macron. Autre acteur qui, comme Israël, et comme d'autres d'ailleurs, a des intérêts à la fois avec la Russie, avec l'Ukraine, et se sent finalement assez mal à l'aise de cette situation, c'est l'Inde. L'Inde qui a appelé par la voix de son Premier ministre à des discussions directes entre les présidents Poutine et Zelensky. Alors des discussions, il y en a aujourd'hui. Troisième tour de négociation en Biélorussie. Les discussions devaient commencer à 17h, c'est-à-dire il y a peu. La partie russe a rappelé par la voix du porte-parole de la présidence, M. Peskov, quelles étaient les conditions à un cessez-le-feu. Il les a rappelées, reconnaissance par l'Ukraine de l'appartenance de la Crimée à la Russie, reconnaissance de l'indépendance des républiques de Lugansk et de Donetsk, et troisième point, statut hors bloc, par le biais d'une modification de la constitution ukrainienne,
À ce propos, il serait intéressant de savoir si l'entrée potentielle, éventuelle de l'Union européenne, de l'Ukraine dans l'Union européenne, entre dans ce cadre-là ou pas. Qu'est-ce que veut dire bloc aujourd'hui aux yeux des dirigeants russes? Donc voilà un petit peu où on en est aujourd'hui avec les nouvelles économiques, politiques intérieures et enfin les dernières initiatives diplomatiques. La plus significative, me semble-t-il, étant la perspective d'une rencontre entre les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne jeudi à Antalya. Arnaud, pourquoi le Premier ministre israélien est allé voir le chancelier Scholz et non pas le président de l'Union européenne, le président Macron? Je ne sais pas. Bon. Vous avez un certain nombre de questions, donc on va poser. Donc, je les lis un peu dans l'ordre de leur apparition pour l'instant. Hein, mais on dit que la Russie va se couper d'Internet le 11 mars. Qu'en pensez-vous? Est-ce possible? Et conséquences? Est-ce possible? Oui. Conséquences, je ne sais rien. Et qu'en pensez-vous? Alors, il y a des rumeurs qui circulent en ce sens, de même qu'il y a eu des rumeurs il y a quelques jours sur l'instauration de l'état de guerre en Russie. Pour autant qu'on puisse le savoir, et de ce que j'ai lu il y a moins d'une heure, d'abord ça a été démenti officiellement, et il n'est pas certain que ce soit possible en réalité, si tant est que ce soit décidé. Donc je crois que ça fait partie de ces ballons d'essai ou de ces rumeurs qu'il faut évidemment, qui ne sont pas anodines, mais il faut rester prudent, en l'occurrence. Une question pour moi. Est-il vrai qu'EY quitte la Russie? Oui, c'est vrai, mais à moitié, comme toujours. Et PwC et KPMG ont annoncé la même chose. Nous attendons l'annonce de Deloitte. Le cours du rouble à 150. Quel sera ce taux selon vous? Mais ça, alors je ne poserai même pas la question ni à Arnaud ni à Nicolas. On est incapable de vous dire quel sera le cours du rouble demain ou après-demain, a fortiori dans une semaine. Trop de choses qui peuvent varier sur le cours de la monnaie pour qu'on puisse donner une estimation quelconque. On ne vous donnera aucune estimation sur le cours du baril non plus. Une question sur justement l'adoption par la Russie d'une liste de pays hostiles. Alors, vous parlez de conséquences que je ne connais pas, plusieurs personnes en parlent. Hein, il y aurait des remboursements en roubles par les particuliers et les entreprises, mais je ne sais pas de quoi on parle là, Arnaud. Alors, encore une fois, pour autant qu'on puisse le savoir, que je le sais, il y a ce que tu évoquais, c'est-à-dire que les ambassades, les représentations diplomatiques des pays inclus dans cette liste ne peuvent plus employer de locaux. Les Américains en font l'expérience depuis plusieurs mois et c'est évidemment très pénalisant pour le fonctionnement de ces institutions. Et par ailleurs, le gouvernement russe autorise ou impose, en tout cas a déclaré il y a quelques heures, que les personnes morales russes devant rembourser des échéances de prêts ou pourraient le faire en roubles pour toute entité de l'un de ces pays, de l'un de ces 48 pays figurant aujourd'hui dans la liste des pays dits inamicaux à l'égard de la Russie. Donc pas de remboursement en dollars, c'est ça que ça veut dire. Oui, donc impossible de vous dire quelles sont les conséquences pour l'instant. Les conséquences bancaires nous posent encore, mais ça, on n'en sait rien. Vu à divers endroits que la Russie allait revenir à l'étalon or pour le rouble. Est-ce une vraie nouvelle? Est-ce que j'ai pas entendu ça? Toi non plus, Nicolas. On lit que la Russie ferait appel à des combattants syriens pour l'Ukraine. Est-ce sérieux? Sans commentaire. Alors, dans quelle mesure ce bref journalier peut-il être menacé?
Écoutez, on est toujours là et on va rester là aussi longtemps que possible, mais pour l'instant, nous n'avons reçu aucune menace et il n'y a pas de raison d'en recevoir parce que ce que nous vous racontons sont juste des faits assez factuels et surtout vous tenir au courant au jour le jour de ce qui peut vous intéresser, aussi bien pour des problèmes de virement que des problèmes de lycée français, que des problèmes, voilà, on nous pose quelle est la position du Vatican, donc là, on va laisser Arnaud répondre, mais on essaye d'être factuel et ne pas prendre position bien évidemment sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas l'objectif. Il y a suffisamment de chaînes d'information et de journaux et de journalistes qui le font pour nous éviter ce travers. Donc, Jeanne, Arnaud, quelle est la position du Vatican dans la situation actuelle? Alors, je n'ai pas d'éléments récents. Il y a au tout début de ces tragiques événements, j'ai le souvenir d'une démarche assez inhabituelle du pape qui s'est rendu, si ma mémoire est bonne, en personne à l'ambassade de Russie pour remettre une demande ou un appel à la fin des hostilités, mais c'était il y a plus d'une semaine. Le Vatican, là aussi, évidemment, d'abord, par essence, une portée, enfin ses propos ont une portée évidemment très importante. On sait qu'il y a en Ukraine une communauté catholique, de rite orthodoxe importante, et on se souvient que il y a eu une tentative plutôt fructueuse d'ailleurs de dialogue entre l'Église catholique et le patriarcat de Moscou. Donc ça fait partie de ces canaux qui peuvent contribuer positivement avec d'autres à une issue politique du conflit. Alors, vous parlez de la visite de Bennett. Le fait que peu de choses aient filtré de ces entretiens n'est-il pas le signe du sérieux de cette possible médiation israélienne? Tout à fait. Je souscris totalement à cette hypothèse. Moins on parle, plus c'est sérieux, plus ça a de chances d'aboutir, c'est certain. Arrive-t-on à savoir l'état du trésor de guerre russe, les fameux 600 milliards, en fait c'est 650 milliards avant crise, que reste-t-il? Difficile à savoir, les évaluations convergent vers finalement la moitié qui serait à peu près intacte, quoique pas très facilement mobilisable, et environ la moitié qui serait bloquée parce que en France, aux États-Unis, dans des pays qui ont décidé des sanctions contre la Banque centrale de Russie. Donc ça fait partie évidemment des vulnérabilités non prévues, ni par le gouvernement, ni par la Banque centrale elle-même. Ça fait partie des très mauvaises surprises, avec un impact très fort pour l'économie russe. Alors, combien de temps l'ambassade de France a-t-elle pour se mettre en conformité et opérer avec du personnel français seulement? C'est donc en conformité avec le fait que la France soit maintenant sur la liste des pays hostiles. On n'en sait rien pour l'instant. Ça a pris plusieurs mois pour les Américains. On n'en sait rien s'ils veulent faire appliquer très rapidement ou non. Et ce n'est pas que du personnel français. Ils pourront garder une partie de leur personnel russe, mais si j'ai bien compris, c'était un tiers. Mais bon, ça dépendra, à mon avis, ça va être une négociation évidemment, et parce qu'il risque d'avoir une réciprocité aussi en France. La différence étant que les Russes, dans leur représentation diplomatique, n'emploient que des citoyens russes, y compris les jardiniers. Donc là, il y a la question de la réciprocité ne se pose pas en réalité. Je n'avais jamais vu que les jardiniers de l'ambassade de Russie étaient russes, mais bon, je comprends. On parle des banques américaines qui rachètent des obligations et des dettes d'entreprises publiques russes. Alors, d'abord, est-ce vrai? Je l'ai lu aussi, ce qui serait absolument honteux si c'était le cas. Et que cela signifie-t-il? Est-ce que tu l'as entendu? On parlait beaucoup justement de ces banques d'affaires, fameuses banques d'affaires américaines qui rachèteraient tous les trésors de guerre russes. Oui, il y a une dépêche d'agence qui est sortie en fin de semaine dernière, jeudi ou vendredi, donc ce n'est pas une invention. Je crois que c'est JP Morgan, mais ça, il faudra le vérifier, qui rachète effectivement des titres d'entreprises privées au public russe. Alors, évidemment, pas des entreprises qui sont sur liste SDN, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne valent plus grand-chose à Londres ou ailleurs et qui, en réalité, vaudront beaucoup dans quelques mois, dans quelques années. Donc, c'est une démarche, ma foi, assez compréhensible et qui ne me surprend pas personnellement.
Alors, une autre question, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, mais la décision du gouvernement russe vis-à-vis des 48 pays hostiles ne va-t-elle pas permettre une remontée des offshore pour qu'ils puissent payer en devises? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Oui, je ne suis pas sûr non plus. En fait, j'imagine que ce que vous vouliez dire, c'est que les Russes obligent l'abandon des offshore par les entreprises russes, qu'ils ont déjà fait en fait. Hein. Ils ont obligé il y a déjà 2 ans tous les Russes à restructurer leurs opérations pour être sûr que les holdings soient plutôt en Russie qu'à l'extérieur. Donc, je ne suis pas sûr que ça change grand chose. J'interprète la décision d'aujourd'hui plutôt comme une dispense qui est offerte aux entreprises russes de rembourser en devises. C'est ça, en fait, le sens de la décision. On n'a plus de questions. Voilà, c'est un jour férié aujourd'hui en Russie. On a un petit peu moins de monde que d'habitude. Demain sera, je dis ça évidemment, j'en ai 2 autres qui apparaissent. Il y a 10 minutes, le parti au pouvoir, Edina Yarassi, a annoncé la nécessité de nationaliser les avoirs des États étrangers qui avaient quitté la Russie. À votre avis, est-ce la fin de la présence de telles entreprises en Russie? Je ne commenterai pas avant d'avoir lu précisément le phrasé de ce dont il est question. Oui, et c'est très difficile de dire ça pour l'instant. Comment comprendre les interventions de Deripaska? Bonne question. Encore une fois, il n'est plus le seul à être intervenu dans le débat. J'observe que plusieurs entreprises ont publié des communiqués avec des phrasés plus ou moins sibyllins. Enfin, il y a eu Lukoil, on en a beaucoup parlé. Il y a Novatek aussi, qui a publié, qui a mis le souhait évidemment que la paix arrive le plus vite possible. Deripaska, c'est un personnage particulier en Russie. C'est quelqu'un qui, d'abord, est là depuis la fin des années 90. C'est un oligarque ancienne école, ancienne génération, qui a été frappé très durement par des sanctions américaines en 2018. On se souvient sous Trump, donc. C'est quelqu'un qui, d'une façon générale, est à la convergence de très nombreux réseaux, cercles d'influence. C'est quelqu'un aussi qui a une vision macroéconomique qui, bien avant cette crise, était en opposition avec la politique du gouvernement, et notamment en opposition avec la politique de la Banque centrale de Russie. Il a un compte à régler avec Madame Nabiullina. Et c'est quelqu'un qui estime pouvoir le faire pour toutes ces raisons. Donc ce n'est pas un signe, encore une fois, de déloyauté à l'égard du pouvoir. C'est plus compliqué que ça. C'est à la fois, quand il parle de transférer la capitale en Sibérie, c'est même plutôt dans l'air du temps. Et puis, il y a un aspect règlement de compte avec certains libéraux russes avec lesquels il était en conflit idéologique, quelque part, depuis de longs mois, voire de longues années. On nous demande dans la suite de ce que tu viens de dire, Arnaud Deripaska passe-t-il comme un potentiel successeur? On vient de le tuer là. Oui, c'est vraiment pas un service à rendre à qui que ce soit d'ailleurs. Si vous voulez nuire à quelqu'un, présentez-le comme le successeur. Je ne suis pas ton successeur. Tu iras très loin, Arnaud. Quelle est la probabilité, selon vous, d'un embargo total sur la Russie? Très fait, d'abord, je rappelle que l'embargo est un acte de guerre. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a quelques jours, je crois que c'était samedi, lorsque Vladimir Poutine a pris la parole, il a pratiquement qualifié les sanctions économiques de déclaration de guerre. Donc là, on se trouve plus très loin de la limite entre guerre économique et guerre réelle. En petite précision sur les offshore de tout à l'heure, on nous dit que les entreprises russes, pour pouvoir payer leurs fournisseurs en devises et non en roubles, vont certainement passer par des offshore situés dans des pays non hostiles. Mais ce n'est pas possible. Enfin, s'ils le font, ils vont avoir un problème de toute façon parce que les banques occidentales n'accepteront pas de revenus provenant de offshore, surtout de pays sur la liste des offshore, je ne sais plus comment on appelle, des paradis fiscaux. Donc, ça sera compliqué de toute façon pour les Russes de faire ça. Peut-on envisager que l'objectif du président Poutine est de reconstituer un État slave comprenant l'Ukraine et la Biélorussie, référence à Nicolas Ier? État unique, possible. Possible, ou quelque chose qui ressemblerait de très près
à ce qui, pendant quelques heures, a été imaginé par les Russes le 8 décembre 1991 à Belovège. Je le rappelle parce que ce qui se discute en ce moment, ça se discute là-bas, et on voit passer beaucoup d'articles sur, finalement, boucler la boucle avec Belovège. Alors, je rappelle que l'Asie centrale et le Caucase, c'était pas Belovège. Belovège, ça concerne effectivement le cœur slave. Donc, reconstitution d'un État unique, je ne sais pas, d'un État, une confédération, quelque chose qui ressemblerait à ça, ça ne me paraît pas totalement fou comme hypothèse. Sur le papier ou dans les faits, ça paraît plus compliqué au vu des réalités politiques qui vont émerger en Ukraine après ce qui s'y passe. Alors, pensez-vous que la Russie peut exproprier des non-résidents, y compris des personnes physiques? D'abord, tout est possible, en Russie et ailleurs. Et j'observe que d'ailleurs, certains Russes s'émeuvent de ce type de mesures dans l'Union européenne ou ailleurs. Donc, tout est possible. Je ne crois pas à ce stade que ce soit l'intention des autorités russes. Et peut-être que toi, Président, tu as des éléments supplémentaires. Alors, parlant de l'embargo tout à l'heure, cela signifie-t-il que les mesures économiques visent précisément une déclaration de guerre à la Russie? Alors, on ne peut pas et on ne veut pas donc faire la guerre à la Russie parce que c'est une puissance nucléaire, première évidence. Deuxième évidence, les Occidentaux veulent soutenir l'Ukraine. Donc on fait des choses dont on pense qu'elles ne seront pas considérées comme une co-belligérance. Voilà. C'est ça le fil rouge. Sauf que, encore une fois, la frontière est parfois ténue entre, et surtout l'interprétation qui peut être faite des mesures occidentales par la Russie. Et il me semble qu'on n'est plus très loin d'une interprétation qui serait celle d'une déclaration de guerre, tout simplement. Un embargo sur le pétrole, par exemple, franchement, je ne sais pas comment la Russie réagirait. Après, on a un témoignage émouvant de quelqu'un qui nous dit comment encore espérer et rester serein niveau business en Russie. C'est un peu trop de stress pour nos familles et collaborateurs et pas du tout gagnant-gagnant pour nous tous, avouons-le. Écoutez, monsieur, ce que je pourrais vous dire, c'est à partir du moment où vous sentez trop de stress, je comprends tout à fait, on est dans une situation difficile. Il faut que vous partiez, il faut que vous quittiez la Russie. Vous ne pouvez pas vivre dans un état de stress pareil. Ce n'est pas du gagnant-gagnant de toute façon en ce moment. On n'est pas dans une situation où vous n'avez gagné quoi que ce soit. Vous pouvez pouvoir rester parce que c'est là où est votre vie, où sont vos actifs. Vous avez peut-être épousé une Russe, vous avez peut-être des enfants binationaux, donc vous pouvez avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous voulez rester. Si vous ne les avez pas et que vous ne vous sentez pas bien, mais il faut partir et ce sera très respectable. Quelle est la probabilité d'une escalade en Moldavie? Sans commentaire. Y a-t-il un risque de représailles de l'Union européenne en matière de visa pour les Russes, y compris les personnes faisant partie d'une famille binationale? A priori, c'est difficile à dire pour l'instant. Y a-t-il d'autres liaisons ferroviaires entre la Russie et l'étranger? Il y en a partout. C'est le plus grand réseau ferré du monde, je crois, la Russie. Donc, vous pouvez partir un peu de tous les côtés. Et comment évoluent les prix des billets entre Saint-Pétersbourg et Helsinki, je n'en ai absolument aucune idée, mais on nous a un représentant de Tsar Voyage ici, peut-être peut-il nous le dire. Oui, alors on n'a pas réellement d'informations. J'étais un petit peu surpris sur l'annonce sur la Finlande, sur le fait que ce soit complètement ouvert aux étrangers. Vérifiez bien quand même. On va vérifier de notre côté et puis on va voir ça. Je l'espère parce que j'ai été moi-même sorti du train il y a 3 jours parce que je n'avais pas les bons documents. C'est pour ça que je ne voudrais pas mettre nos voyageurs dans la même situation. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que le terrestre fonctionne bien. On a pu faire transiter plusieurs familles par l'Estonie sans problème. Et donc, voiture jusqu'à Tallinn ou train jusqu'à Saint-Pétersbourg, puis voiture Tallinn ou même Helsinki en bus. Enfin, il y a différentes solutions terrestres qui fonctionnent très bien. Bien, merci Gilles.
Il semblerait que l'inclusion de la France dans la liste des pays non amis ait des conséquences pratiques techniques. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est un peu trop tôt pour le dire encore. Donc, dès qu'on aura plus de précisions sur ce point, et j'espère qu'on en aura rapidement, on vous le dira. Les contre-sanctions russes nous interdisant les virements bancaires à l'étranger depuis la Russie vont jusqu'en 31 mars. Est-il possible qu'ils prolongent l'interdiction après le 31 mars? Ça, alors là, absolument. C'est tout à fait possible et on verra bien où on en est le 31 mars. J'espère qu'on aura fait de grands pas, mais ce n'est pas dit du tout. Quel risque que les MiG polonais soient remis à des pilotes ukrainiens? Propos avancés par les USA. Encore une fois, je ne commenterai aucune question ayant trait aux aspects militaires, pour les raisons que vous imaginez. Est-il actuellement toujours possible, selon vos informations, d'entrer en Russie en tant qu'Européen? Oui, oui. Là, il n'y a pas de problème pour l'instant. Vous, à partir du moment où vous avez un visa en bonne et due forme, vous pouvez toujours rentrer en Russie. Aujourd'hui, on a fait le tour de toutes les questions. Donc, je vais passer la parole à Nicolas qui va nous faire vous donner quelques petites informations. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce Zoom. Comme Nicolas vous le précisera, nous ne serons pas là demain, mais nous serons là mercredi. Et on espère vous revoir, bien évidemment, et on continuera à vous donner autant d'informations que nous pouvons en avoir et recevoir. Merci. Donc, bonsoir. Alors, les informations traditionnelles. N'hésitez pas à vous inscrire au canal Telegram de la Chambre. Vous avez l'adresse qui est sur le chat. Ensuite, nous avons toujours une hotline qui est en fonctionnement. L'adresse mail hotline@ccifr.ru. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et nous y répondrons. D'autre part, vous avez dû recevoir également une courte enquête que l'on mène sur le départ possible des Français suite aux annonces du MAE. Donc, nous vous invitons à y répondre. Ça nous permettra de mesurer les conséquences de l'annonce et la position des Français. Pareil, vous avez le lien de l'enquête sur le chat. Voilà. Et pour finir, donc demain, c'est la fête des femmes. Donc, on vous souhaite de célébrer cette fête comme il le faut. Et nous vous retrouvons le mercredi à 17h30, donc dans 2 jours. Voilà. Merci. Bonsoir.